C'est quoi le SEO en 2025? Bon, honnêtement, tout le monde se pose plein de questions depuis justement l'arrivée de l'IA, depuis l'évolution des différents moteurs de recherche, AI Overview qui arrive bientôt, les réseaux sociaux qui également deviennent des moteurs de recherche. Donc vraiment, beaucoup titrent de manière régulière depuis quelques années, c'est la fin du SEO. Mais au final, qu'est-ce qu'il faut savoir? Qu'est-ce qui est l'avenir aujourd'hui en termes de SEO? Au travers de cette vidéo, je vous propose de découvrir un petit peu qu'est-ce qu'il y a eu au cours des 20 dernières années et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a peut-être 2 ou 3 options qui arrivent pour nous, notamment le GEO dont j'ai parlé il y a quelques jours dans cette vidéo que vous trouverez, mais également d'autres options tout simplement. Et donc je souhaitais vous faire cette vidéo pour que vous en sachiez plus un petit peu et que vous soyez bien armés pour débuter justement ce travail de vérification, de toujours apparaître aux bons endroits au bon moment. Il me tient à cœur d'intervenir régulièrement sur Google et c'est vrai que c'est une présentation que je fais assez régulièrement parce que je trouve ça fascinant de voir combien l'intention utilisateur et la recherche de manière générale a évolué au cours des 30 dernières années. Le web est arrivé vraiment changer complètement les comportements et c'est vrai que avec ça, Google ayant eu un monopole pendant des années aussi, a fait évoluer son outil. En même temps, il y a eu des nouveaux éléments qui ont fait que c'est devenu ce que c'est aujourd'hui. Et en 2025, on se rend compte que ce n'est plus du tout la même chose que ne serait-ce qu'il y a 2 ans à cause d'un ensemble de facteurs qui fait que c'est devenu très évolutif. En fait, les 2 facteurs principaux, c'est l'arrivée de TikTok il y a 4-5 ans et évidemment l'arrivée de l'IA il y a 2 ans. Donc en gros, dans cette présentation, je m'attarde sur le fait à un petit peu montrer ce qui est important de comprendre et de savoir et aussi où est-ce qu'il faut se placer en 2025 par rapport aux recherches et aux intentions consommateurs. Et ça, c'est vrai que c'est souvent, je dirais, un peu délaissé parce que les gens pensent qu'il faut alimenter juste les réseaux sociaux ou faire un site web, mais c'est très variable en fonction de l'activité, en fonction de la maturité de l'entreprise, en fonction de les attentes des prospects tout simplement. Et donc, il faut connaître dans un premier temps ce qui est possible de faire, où est-ce qu'on peut se placer, et aussi forcément quelles sont les attentes du marché. Donc, j'avance un petit peu, donc j'ai pas un énorme nombre de slides, mais quand même ça me paraît utile que vous soyez au courant de tous ces éléments. D'abord parce que depuis plus de 10 ans, et depuis que Google avait son gros monopole quand même, on peut dire, eh bien les SERP, alors les SERP c'est les pages, vous savez, qui s'affichent quand vous faites une requête Google, c'est les pages de réponse. Et ce qui s'est passé, c'est que depuis 3 ans, beaucoup de choses ont changé au sein de Google. Pourquoi? D'abord parce que Google a senti le vent venir, c'est-à-dire qu'en gros, le DMA, le Digital Market Act, qui est la législation qui a un peu enterré Google cette année, enfin l'année dernière, pardon, et il a dit, le DMA, que Google ne pouvait plus avoir son monopole, c'est-à-dire que ça faisait des années qu'il s'auto-cooptait, et donc ça ne marchait pas. Résultat, alors non seulement il a dû faire évoluer ses outils, mais surtout, il s'est rendu compte que de moins en moins d'utilisateurs ne faisaient plus de recherche sur Google. Là où avant certains faisaient des recherches soit sur Google ou Google Maps, aujourd'hui le search, ce qu'on appelle le search, donc le fait de faire des recherches, il s'est vraiment verticalisé. Et quand on dit verticalisé, c'est-à-dire que certaines personnes vont directement sur Amazon ou Google Shopping, d'autres pour des achats, d'autres par exemple vont aller chercher directement dans Wikipédia, ou l'IA aussi. Certains vont aller directement en inspiration sur Pinterest, Behance pour les graphistes, et par exemple des recherches professionnelles pouvant directement être faites sur LinkedIn, voire même Malte ou d'autres lieux où on peut trouver par exemple des freelances. Bref, résultat, là où avant on parlait d'un funnel de conversion, donc une intention d'achat un petit peu verticale depuis la découverte vers le bas de tunnel, donc l'achat, il s'est avéré qu'en fait on est passé de ça à une réalité beaucoup plus complexe. Et ce qui amène un autre élément très important, c'est qu'entre la découverte et l'achat, cette étape-là qui est donc la considération, elle est devenue de plus en plus complexe, mais aussi elle est devenue passionnante. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on va pouvoir faire une différence à partir de la façon dont on va s'adresser à nos prospects et éventuellement gagner sa confiance par rapport à l'autorité et ce qu'on est capable de prouver. Alors oui, ça demande une énergie, oui, c'est parfois difficile, mais c'est aussi quelque chose qui est passionnant pour moi de mon côté parce que je le vois comme l'opportunité de faire beaucoup de choses. Également,
il faut savoir que le duopole Google Meta, donc là le début on l'a vu tout à l'heure, le duopole Google Meta est en train de disparaître. Pourquoi? Parce qu'on parle aujourd'hui d'un oligopole qui va être plus diffus et qui regroupe à la fois nos deux précédents cités, mais également Microsoft, Apple, TikTok et Amazon. Et donc au final, ces gatekeepers, qu'on appelle gatekeepers dans le langage digital, ils sont un peu mis à l'amende en ce moment parce qu'on considère qu'ils ont un monopole dans tout leur domaine. Donc le fait qu'arrive aujourd'hui l'IA, où les gens vont commencer à faire des recherches par l'IA directement, eh bien on peut se poser la question, est-ce que justement il ne va pas y avoir un peu encore moins de monopole ou d'oligopole de manière générale? Rappelons une chose, Google en 2005 c'était ça. Autant vous dire que depuis donc 2005 jusqu'à 2025, donc 20 ans, les SERP, donc les pages de réponse de Google, ont grandement changé, y compris Google Maps d'ailleurs. Alors ça me fait sourire certaines personnes qui ont annoncé la fin des Google My Business, qui est devenu Google Business Profile, il y a quelques années, parce qu'ils disaient oui, le DMA passe, donc on n'aura plus le droit à des fiches Google. Bah non, en fait, Google ne mettrait pas autant d'argent sur Google Maps et sur les fiches Google si justement il savait qu'il devait les intégrer. Donc attention, il a mis en place plein d'éléments, justement. C'est ça qui rend l'élément un peu difficile ou complexe, mais il est important d'essayer d'être présent un petit peu partout si on veut être vu sur Google, forcément. Ça, c'est un peu les derniers designs de SERP que Google propose. Bien sûr, ça arrivera encore à évoluer. Hein. On le sait, par exemple, une des dernières évolutions dans les derniers mois, ça a été de faire apparaître les vidéos courtes dans un onglet vidéo court. Avant, il y avait les vidéos longues et courtes, mais elles étaient majoritairement longues d'abord et surtout dans l'onglet vidéo. Maintenant, il y a un onglet vidéo courte. Et c'est normal, c'est amené à évoluer encore à la faveur de l'actualité et d'où est-ce qu'on est aujourd'hui. AI Overview, dont j'ai beaucoup parlé, l'IA de Google, même chose, ça arrive sur les SERP et ça va évoluer, forcément. Au départ, ça devait être complètement sur la page entière, après on nous a dit que ce serait un petit peu sur la droite, après c'était un peu par-dessus, comme a été amené l'IA sur Bing. Pour le coup, il y a beaucoup de choses différentes. Il faut savoir en gros qu'il y a plein de sous-éléments qui existent sur Google, notamment les knowledge graphs, les cards, tous ces éléments-là. Alors, ça reste, mais ça risque d'évoluer forcément en fonction des AI Overview que je viens de vous évoquer. Forcément, ces éléments-là, qui sont des éléments de référencement quand même naturels, aussi, eh bien l'IA va peut-être s'en servir tout simplement pour s'alimenter. Donc attention en termes de parcours client, parce qu'on doit aussi réfléchir ça, et on va forcément se dire, si j'ai besoin de vendre un produit, un service ou autre, et que je fais des landing pages, comment je les fais rendre visibles en quelque sorte. Parce que les requêtes informationnelles, ce dont j'étais en train de parler il y a quelques secondes, hein, le knowledge graph, les éléments de requêtes, voilà, qui sont des recherches essentiellement, pas forcément des recherches commerciales, qui sont des recherches classiques informationnelles, pourraient venir à être supprimées, ou en tout cas à être très banalisées dans le fait que les gens savent maintenant qu'ils peuvent faire leur recherche sur l'IA direct et pourquoi ils auraient besoin du web et donc classique, hein, j'entends, et de Google pour ça. Alors Google, il a quand même bossé sur beaucoup de choses et il faut savoir qu'il ne se laisse pas submerger par l'actualité. Il est même le premier vecteur d'innovation et c'est ça que j'adore moi chez Google, c'est-à-dire que par exemple les fonctionnalités de Lens sont extraordinaires aujourd'hui et même encore beaucoup de gens ne les utilisent pas alors que je trouve ça dément. On prend un objet en photo, Google ne trouve directement où se situe l'objet. Je ne comprends même pas que les marques n'aient pas compris qu'il fallait qu'elles embrayent là-dessus, qu'elles se disent il faut que je référence toutes mes images pour ressortir quand les gens font les Google Lens. Bon alors regarde, vous me direz, vu qu'en France ça s'est pas encore trop démocratisé, c'est pas très grave. Mais j'aime bien donner l'exemple en formation. À certaines personnes, je leur dis, il y a 2 ans, j'étais allé à Gruissant en me disant, merde, je suis parti sans serviette de plage, c'est pas grave. Bon, j'arrive sur la plage, j'écris serviette de plage dans Google, et là, rien. C'est-à-dire qu'en fait, en géolocalisation, la première serviette de plage en vente que je pouvais trouver était à Gruissant même, et non pas à Gruissant plage. Non, même pas, je crois que c'était même à Narbonne, excusez-moi
Le truc, c'était même pas à Gouessant, c'était genre donc à 12 ou 15 km. Et en fait, toutes les personnes qui en vendaient à Gouessant ou à Gouessant-Plage bah, ne s'étaient pas référencées. Ce qui est pour moi une aberration. Alors oui, ça prend du temps, oui, c'est chiant de faire des fiches produits ou de faire d'alimenter les marketplaces. Il y a plein de choses qu'il faut faire pour les produits, mais c'est ça aussi qui nous fait une différence. Et on le voit aussi avec les clients qu'on a qui sont e-commerçants, ça leur permet d'avoir vraiment une grosse différence quand il y a des recherches dans leur secteur. Lens, c'est aussi un formidable outil qui est devenu même traduit, c'est-à-dire fonctionnalité multi-search. Vous l'avez en français, en anglais, dans tous les éléments, et en gros, que vous l'achetiez en ligne ou sur place, ça fonctionnera dans tous les sens. De toute façon, l'internationalisation du web aujourd'hui a rendu accessible beaucoup de choses. On va voir des vidéos en anglais, en français, enfin dans toutes les langues, sans forcément passer par le sous-titrage aujourd'hui. Donc on est tranquille là-dessus. Se pose une vraie question, est-ce qu'il va être encore utile de traduire les sites web d'ici quelques mois ou quelques années? Alors, il y a les Live View qui sont apparus aussi sur Google, enfin plutôt Google Maps pour le coup, qui sont des fonctionnalités qui sont à Paris, Londres, New York, San Francisco, Tokyo et qui vont être rendues accessibles un peu partout, qui sont la réalité augmentée directement dans la vidéo live. Je trouve ça assez passionnant, assez dingue d'ailleurs, quand vous pouvez l'observer. On l'a de plus en plus sur Google Maps. De même que les Live View dans les lieux intérieurs, que vous avez peut-être vu déjà apparaître, notamment dans les aéroports, dans certains centres commerciaux, et avec, pareil, de la réalité virtuelle qui s'offre à vous directement dans les réponses que Google Maps peut donner. Autre élément très sympa, la vue immersive notamment, qui... Ah oui, alors excusez-moi. La vue immersive qui est venue s'intégrer donc directement pareil, dans Google Maps et qui permet de voir justement des milliers ou des milliards même d'images de rues et aériennes également, et qui intègre ces éléments-là directement dans Maps. Donc c'est assez chouette. Aujourd'hui, c'est essentiellement les grandes villes et les capitales dans lesquelles ça s'est déployé, mais on est quand même dans un élément qui est ultra performant. Je suis désolé, avant ma vidéo se lançait d'elle-même, mais avec les nouvelles mesures Google, notamment d'acceptation des cookies et, comme vous devez le savoir, de refus des adblocks, là, Google a fait un progrès sur les adblocks. Maintenant, on est obligé de lancer ça et donc d'avoir une publicité pour le montrer. Autre élément, là par contre là ça marche, c'est marrant. Autre élément, les monuments avec les images aériennes qui sont arrivés aussi dans Google Maps, que je trouve assez dingue. Bon alors, je parle d'une innovation, mais ça a déjà quelques mois, donc voire peut-être même un an et quelques, donc c'est quand même chouette que ça puisse exister. On parle de SEO, mais je fais une incartade à côté, là forcément. Pour le coup, d'autres éléments sont apparus ces derniers temps, comme la suggestion de contenu que vous avez vu apparaître en haut de Google, les traductions instantanées, j'en parlais il y a quelques minutes, et des différentes expériences de recherche qui vont, basées sur l'IA, permettre de gagner en complexité et en importance à mesure que les technologies comme la recherche vocale, la recherche augmentée et les voitures connectées seront de plus en plus adaptées. Les robots conversationnels, on y arrive dans quelques secondes, puisque évidemment tous les MAGAM sont sur le coup. Alors les MAGAM, c'est l'équivalent des GAFAM, mais dans lequel on a traduit Facebook pour Meta maintenant. Et évidemment que ça va changer la donne. J'ai un petit article que vous pouvez scanner si ça vous intéresse, qui revient sur la fin de Google pour 2030. Alors, c'était une supposition que j'avais fait il y a quelques mois avec un carrousel sur LinkedIn. Donc, vous pouvez le scanner si ça vous intéresse de le lire, parce qu'on se pose de grandes questions, effectivement, par rapport à la suite, puisque Google apporte beaucoup de choses, comme je viens de vous le montrer, mais qu'en sera-t-il en 2025? Et là, on en arrive donc à ce positionnement qui est de se dire, quel est l'avenir? Quel est l'avenir pour nos sites internet, pour le SEO d'une manière générale? Et si au final, le SEO n'était plus seulement l'affaire de Google? Donc vous avez un premier lien que vous pouvez consulter qui revient justement sur une réflexion que j'ai écrite il y a quelques mois sur la mutation digitale actuelle. On parle plutôt de transformation digitale depuis des années, mais pour moi c'est de la mutation digitale. D'ailleurs ça me rappelle que j'ai un cours à faire dans pas longtemps pour Digital College sur la transformation digitale, et je pense qu'il faudra que je fasse évoluer mes supports de cours pour parler vraiment de ça, parce que pour moi il y a vraiment toute la transfo digitale qui était du premier site web en 93 jusqu'à, on va dire, le Covid,
C'est peut-être pas il y a 2 ans, c'est peut-être un peu plus vieux d'ailleurs le fait que ça ait évolué. Donc on va dire le Covid 2018, 19, dans ces eaux-là. Dites-moi-le en commentaire si je fais fausse route. Et pour le coup, là on est vraiment dans une mutation qui s'accélère parce que ça va 2, 3, 4, 5 fois plus vite. Et donc le SEO en 2025, en gros, déjà, il faut savoir que oui, tout change et oui, les gens qui étaient habituellement habitués à cliquer sur des hyperliens, eh bien, ils sont aussi en train de changer. Pourquoi? Parce que avec les liens tels qu'ils étaient, plus les annonces, eh bien, on s'est rendu compte que les moteurs de recherche étaient devenus plutôt des moteurs de réponse que des moteurs de recherche. Résultat, c'est un changement qui a été visible pour tout le monde et les SERP tels qu'on les a connus, ont beaucoup évolué comme je l'ai montré. Mais AI Overview, qui est donc l'IA de Google, arrivé sur Google, plus des réponses enrichies partout, lorsqu'on sait qu'aujourd'hui on est dans une ère qui vient de plus en plus à ce qu'on appelle le zero-click search, et je vous montre dans quelques secondes une vidéo à voir si vous voulez en savoir plus là-dessus, en 2024, plus de 60% des recherches sur Google se traduisaient sans aucun clic. Donc attention, ça c'est l'objet d'une étude qui a été faite justement il y a quelques mois. Vous pouvez consulter ma vidéo qui en reparle derrière, puisque le zero-click search, c'est un phénomène qu'on observe à la fois en Europe et aux États-Unis selon Rand Fishkin. Donc pour le coup, c'est beaucoup de liens qui ne sont plus cliqués, qui remettent vraiment en considération cet achat qu'on fait pour des Google Ads Search. Forcément. Et que peut-être que les Google Ads, qui ont été lancés par exemple, les Performance Max il y a quelques mois, années, sur un tunnel ou sur un process complet, un parcours process complet d'achat, sera plus performant que juste des Google Ads Search. Vous voyez où je veux en venir? Si vous avez un doute, n'hésitez pas à regarder nos vidéos, enfin mes vidéos justement, sur les Performance Max. Il faut savoir aussi que le SEO va forcément évoluer. On va peut-être maintenir le nom ou le faire évoluer. Dans quelques secondes, je vous donnerai un autre nom à découvrir. Est-ce que le Search Engine Optimization tel qu'on le connaissait va pas devenir le Search Everywhere Optimization? Puisque aujourd'hui, en 2025, pour optimiser sa stratégie SEO, l'idée, évidemment, ça va pas être d'arrêter Google, forcément. Mais peut-être de travailler de nouveaux outils, de nouveaux lieux, tout en allant observer ce qui se passe au-delà des moteurs de recherche. Car si aujourd'hui on peut voir que Google capte environ 63% du trafic selon cette étude de Spark Toro, il reste encore 37% qui est issu d'autres sources. Alors on a dit Google 95% des recherches au départ. Oui, 95% des recherches des moteurs de recherche. Mais tous ceux qui font des recherches ailleurs n'étaient pas comptés dans ce 100%. Puis surtout, cette data, elle a déjà quelques années. Globalement, on disait même qu'en France, c'était presque 97%. Je serais curieux de voir les dernières études parce que je pense que ça commence vraiment à baisser à la faveur de tous ces outils-là que vous voyez arriver et qui sont assez récents dans cette étude et qui, comme vous le voyez, n'a pas encore vraiment l'arrivée de l'IA. Alors, la question se pose, où être présent en 2025? Si Google est de moins en moins la norme pour les recherches, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on fait du référencement local. Et là, je vous invite à découvrir mon article ici, la vidéo également ici, parce que le référencement local, il est devenu dense et varié, et il faut faire beaucoup de choses pour être visible. Alors oui, ça demande beaucoup plus d'énergie, oui, ça demande d'avoir une vraie stratégie, mais je vous dirais, c'est encore quelque chose qui a du poids parce que y a des choses qui ne sont pas ultra claires, notamment par rapport aux recherches qu'on peut avoir dans les résultats par IA. Les plateformes tierces, là-dessus, on peut pas mal miser sur le forum, les réseaux sociaux évidemment, et aussi l'intelligence artificielle. Je viens d'en parler, moi je teste beaucoup, je lui pose beaucoup de questions. En fait, ce que j'aime beaucoup, et je vais peut-être le publiciser un jour, je suis en train de faire un GPT. Alors en ce moment je suis plus sur Perplexity que sur GPT, mais peu importe. Un GPT, c'est un robot déjà paramétré pour ceux qui ne savent pas, et pour le coup j'ai un prompt qui lui permet d'analyser d'une manière générale
la concurrence par rapport à mon agence versus d'autres agences à Toulouse. Et j'aime bien le challenger sur pourquoi et comment il évalue certains critères. Je me dis que ça pourrait servir plus tard pour d'autres personnes, puisque l'idée m'est venue à la faveur que des groupes d'étudiants faisaient des diagnostics concurrentiels, et que je me disais, mais c'est dommage qu'une IA ne soit pas capable de la générer d'elle-même. À partir du moment où elle est capable d'être ultra puissante pour aller chercher les infos sur le web, ça irait quand même plus vite. Je vous le donnerai peut-être dans le futur, ou demandez-le moi, comme ça m'évitera de travailler pour rien. Bref, autre chose qu'il faut savoir, le branded search, donc là, nous on le travaille beaucoup en SEO, le nom de l'entreprise est très important. Ça c'est un gros souci, j'en parlais hier aussi avec un autre spécialiste de SEO. Je lui disais, c'est très compliqué quand nos clients, ils ont un nom qui n'est pas distinctif et qui est déjà pris par tout le monde en fait. C'est la plaie, mais j'en ai plein comme ça. Le problème de nom choisi au départ fait qu'on va être à un moment donné, pas perdu, mais vous voyez, ce que je veux dire, c'est qu'il y aura à un moment donné un plafond de verre qu'on ne pourra pas dépasser parce que justement, le nom de marque est pourri en fait. Quand je dis pourri, c'est il n'a pas été réfléchi en SEO. C'est ça qu'il faut savoir. Et en ce moment, dans l'émission qu'on a fait cette année en SEO, je pense que j'étais jamais satisfait pour aucun des clients pour qui on a travaillé là-dessus. Et évidemment, on ne va pas dire à notre client de changer de nom de marque, c'est un peu compliqué. Par contre, ce que j'aimerais, c'est qu'ils prennent rendez-vous quand même avec un spécialiste de marque, de nom de marque, pour réfléchir à peut-être une évolution. L'idée, c'est pas de changer au tout pour tout, mais de réfléchir d'abord parce que si on a le même nom que quelqu'un d'autre, c'est pas une bonne idée parce qu'on peut se faire poursuivre dessus. Et surtout, tout simplement, comment est-ce qu'on peut en faire une force? Parce que si les gens mettent notre nom de marque mais qui tombent sur le site d'un copain ou de quelqu'un qui a plus de contenu que nous, tout l'effort qu'on fait pour la production de contenu ne sert à rien. Social shopping, très important aussi en 2025. Donc là, on a plein d'options, même si ça s'est un peu restreint ces dernières années sur Instagram, sur Facebook. Par contre, sur TikTok, ça s'est beaucoup densifié. Donc pour le coup, Instagram, je pense que ça va revenir un peu différemment, mais on peut encore y mettre des produits. La boutique de Facebook, elle a beaucoup évolué. Je dois avouer qu'en ce moment, on n'a pas de e-commerçant en CM, donc ça m'est compliqué de vous donner l'heure juste. Mais c'est vrai qu'avant, il y avait clairement une boutique avec tous les produits déjà présents. Il est de plus en plus recommandé, évidemment, de vendre aussi par les réseaux sociaux. Enfin, le vocal search. Alors, le vocal search, ça marche à tous les niveaux. Moi, je l'utilise énormément pour l'IA, mais ça marche aussi, évidemment, sur Google. Ça marche évidemment sur les WhatsApp et les réseaux sociaux. Donc, forcément, il va falloir y porter une attention particulière également. Pour terminer, et vous voyez, j'ai réussi à faire court quand même, je vous invite à jeter un coup d'œil, si ce n'est déjà fait, sur ma vidéo sur l'ère du GEO, parce que le SEO va sans doute évoluer vers ça, c'est-à-dire une option de résultats on va dire de recherche qui vont être faits par l'IA. Et puisque les recherches vont être de plus en plus faites, et je parle des recherches commerciales là aussi, plus les recherches vont être faites par l'IA, et plus il va falloir être là, en fait. Et à l'heure actuelle, j'apprécie, moi, refaire mes recherches et essayer de comprendre comment ça marche, mais bien malin serait celui qui a tout décelé sur comment ça fonctionne. J'en donne beaucoup d'éléments dans la vidéo que vous pouvez aussi aller voir, donc je vous invite à aller la regarder. Elle est très complète, elle a tout de suite bien marché, donc je suis assez content de moi. Mais donc entre cette évolution du SEO que je viens de vous présenter et justement l'ère du GEO dans lequel on est rentré, voilà où on en est un peu en 2025. Et c'est passionnant, ça demande énormément de stratégie. Je vous rappelle qu'on l'a intégré dans le programme Alpha à plusieurs niveaux, que ce soit dans les blocs 2 et les blocs 3. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous rappelle, je suis Cyril Thiard, je suis coach et formateur depuis une vingtaine d'années en marketing et marketing digital. J'ai même créé le programme Alpha qui vous invite justement à découvrir tous les éléments qu'il faut pour sculpter votre marque pour le futur. C'est à la fois des coachings collectifs, des ressources et du e-learning et un groupe justement avec des cohortes qui apprennent tous ensemble et qui ont les mêmes problématiques. Donc n'hésitez pas justement à aller découvrir un petit peu plus d'infos. Je vous mets également le lien en bas en commentaire. Et évidemment, si vous avez des questions ou si vous avez des besoins, je vous rappelle qu'on a créé une agence digitale qui sous-traite tous ces éléments pour les professionnels aussi. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Vous serez les bienvenus comme d'habitude et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut, bye!